Épisode 4, la table raconte l'espace du jeu. Bon, je parle pas seulement d'une surface, hein. C'est un endroit où le monde change d'échelle. Comme dans chaque épisode désormais, on va aborder une petite partie historique, faits, statistiques, chiffres, bon, qui peut en intéresser certains ou pas. Dans les études sur le jeu, il existe une expression assez jolie, le cercle magique. Cette idée n'est pas toute jeune et elle apparaît en roulement de tambour 1938, rien que ça. Dans un livre de l'historien néerlandais Johan Huizinga qui s'intitule Homo Ludens, il explique que le jeu crée toujours un espace un peu particulier, un espace séparé du monde ordinaire. On est toujours dans la même pièce, autour de la même table, mais pendant un moment, on accepte d'entrer dans un autre cadre. Un cadre où les règles ne sont plus celles du quotidien. Sur cette table, un cube en bois peut devenir une ville, une carte peut représenter un royaume, et quelques centimètres peuvent devenir des kilomètres. Alors bah, on s'imagine tous, dans les colons de Catane, un petit plateau de 40 centimètres d'envergure, devoir rajouter ces petites routes et imaginer que ce sont de longues distances, séparées par des pâturages de moutons, des champs de blé, et ce satané voleur de l'enfer. Bref, tu vois bien ce que je pense. Ou alors plus récemment, on s'imagine bien dans le jeu Rebirth, où on est littéralement en Écosse ou en Irlande, sur un plateau de jeu de 80 centimètres. Pour Huizinga, cet espace symbolique, ce moment où l'on accepte d'entrer dans le jeu, c'est ce qu'on appelle le cercle magique. Bon, j'espère que je t'ai pas perdu. T'es toujours là? Si c'est le cas, tant mieux. J'en ai pas fini avec ce genre d'infos, mais promis, on passe bientôt à la suite. Plusieurs décennies plus tard, cette idée a été reprise par des chercheurs et des designers de jeux, notamment Katie Salem et Eric Zimmerman, dans leur livre Rules of Play, publié en 2003. Ils s'intéressent davantage à la manière dont les jeux sont conçus, ce qu'on appelle le game design. Ça existe aussi dans les jeux vidéo, évidemment. Et ils expliquent que ce cercle magique existe parce que les joueurs acceptent volontairement les règles du jeu. Et dans la vie quotidienne, déplacer un pion, ça veut rien dire. Mais dans une partie, ce geste prend un sens parce que tout le monde accepte les règles qui transforment cet espace. La table, l'espace du jeu, devient alors un territoire particulier. Un espace où l'on joue, où l'on expérimente, où l'on raconte des histoires. Et très souvent, désormais, cet espace tient simplement sur une table. Alors, dans le cas de la table raconte, comme tu l'auras certainement compris, si tu es déjà allé faire un tour sur Instagram et si c'est pas déjà fait, mets pause, j'attends, tu mets pause, et tu vas regarder les photos, tu reviens ici pour écouter la suite. Comme je disais, dans le cas de la table raconte, l'espace du jeu, c'est plus spécifique. Il est à l'intérieur de la table. Et ici, je parle de l'endroit où une partie peut rester, de l'espace qu'elle occupe, même quand on ne joue plus. Alors avant, pour moi, et c'est encore le cas pour beaucoup de joueurs, mais le jeu apparaissait puis disparaissait. On installait un jeu, plus ou moins long, mais de préférence pas trop long, si c'est le soir, à moins d'être avec des passionnés, déjà le temps d'installation peut paraître très long, mais on jouait, puis on rangeait, et puis on devait passer à autre chose. On n'avait simplement pas le choix. Le jeu n'est plus présent et on n'a qu'une seule table. Dans les faits, très peu de gens possèdent deux tables. Une pour tous les jours et puis une pour les jeux. Je pense à cette anecdote que donne de temps en temps Penelope Gaming, qui est sur YouTube et sur diverses plateformes de réseaux sociaux, qui explique sa problématique d'habiter à Paris. Bon, en soi, c'est pas une problématique d'habiter à Paris, mais c'est de n'avoir qu'une seule table de jeu, qui est sa table principale, qui n'est pas extensible, car elle habite Paris, donc elle n'a pas un appartement immense. Mais avec un plateau installé à l'intérieur de la table, le jeu, pour moi en tout cas, a cessé d'être un moment isolé. Il a trouvé un lieu, la table a donc réellement changé de nature. Pour que ce plateau existe, ça y est, on y vient enfin, il a fallu modifier la structure d'origine. Pas l'adapter à la marge, mais la transformer.
Si tu as vu les photos et publications sur Instagram, tu vois déjà de quoi je parle. Mais il y a eu du travail, du bricolage, un peu de sueur. Rentrons donc dans le vif du sujet. Sous le plateau principal, il y avait des éléments pensés pour son usage initial. Des rallonges, des renforts, des doubles rails, des attaches. Les attaches, elles permettaient aux deux panneaux supérieurs de se fermer parfaitement, en étant vraiment fortement bloqués. Elles étaient accessibles par le dessous. Mais une fois le plateau de jeu installé, bah, les attaches devenaient inaccessibles. Elles ont dû être enlevées. Il s'avère toutefois que les plateaux avaient des tourillons qui permettaient de pouvoir s'emboîter parfaitement, même si les attaches les fixaient avec beaucoup de force. Et d'ailleurs, pour en avoir discuté avec un membre de l'équipe archi chouette de Lyon, que je salue et qui se reconnaîtra, s'il m'écoute, en l'occurrence, ça ne pose aucun souci si on renverse quelque chose sur les panneaux principaux. Les raccords des deux panneaux se font bien sans les attaches supplémentaires qui ont été enlevées. Certains renforts et autres éléments sous le plateau principal ont également dû disparaître, et certains autres apparaître. Mais pas par confort, hein, par nécessité. Installer un plateau de jeu, c'est pas juste ajouter une surface, c'est accepter que toute la logique interne change. Parce que le plateau de jeu s'est installé sur la base de ce qui correspondait au support des rallonges de la table. C'était ainsi mon critère numéro 1 pour le choix de cette table. Qu'elle possède un cadre intérieur qui permette le rangement des rallonges de la table. Et en l'occurrence, l'installation du plateau de jeu. Au revoir donc les rallonges, hein, elles sont désormais rangées dans un placard. Ce plateau devait répondre à plusieurs contraintes, complètement contradictoires. Être suffisamment fin, j'ai donc pris du médium de 6 à 8 mm, pour permettre la fermeture de la table et la possibilité au jeu posé dessus de ne pas bouger par cette fermeture. Donc des figurines, des meeples, des tas de cartes, qu'ils ne bougent pas quand on referme la table. Mais bon, tout ça, c'est question de prise de mesure. Et on verra ça dans les prochains posts et les prochains épisodes. Le médium devait être suffisamment solide et être stable sans qu'il ne se gondole. C'est à ce moment-là qu'est venu le cuir. Pas uniquement comme un choix décoratif, bien que d'avoir une surface en cuir, c'est plutôt agréable, mais aussi c'est une réponse à l'usage. Le cuir amortit le bruit, il protège le matériel, il améliore la lisibilité du jeu. Il transforme le toucher aussi. Alors, le choix du cuir plutôt qu'un tapis synthétique, c'est vraiment propre à chacun. Oui, il prend la poussière, il prend les miettes, comme toutes les surfaces, mais je le trouve bien plus facile à nettoyer. Un coup d'éponge, et c'est terminé. Le choix de sa couleur, en l'occurrence bleu canard, chacun a ses préférences, hein, je juge pas, et de son grain, ça a été pensé pour dialoguer avec le bois, pas pour le concurrencer. Je trouve que le bois de cette couleur-là, avec le bleu canard, ça va bien. C'est propre à moi. À partir de ce moment-là, le plateau est devenu le cœur fonctionnel de la table. Et tout ce qui viendrait ensuite devrait composer avec lui. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker et à partager. Et dans le prochain épisode, la table raconte le moment du doute. Tu peux rester, la table est là, elle reste ouverte.